And give a great round of applause to Sebastian Eschweiler. Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation comment battre la crypto de NotPetya par Sébastien Eschweiler. Bonjour à tous. Je veux parler de comment j'ai pu défaire la cryptographie de NotPetya dans mon travail. Alors, il y en a qui disent que NotPetya, c'est un peu le fléau de l'Ukraine. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fléau, la personne qui a dit ça ne le savait pas non plus. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce film? Alors, dans la scène après celle-ci, il y a Johnny Depp qui entre. Johnny Depp, vous connaissez? C'est un film par Jim Jarmusch. Le son est par Neil Young. Ah, voilà, il y en a qui savent. Un très bon film. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un fléau, vous pouvez regarder ce film. Alors, commençons cette présentation. Ça, c'est ce que le compte officiel sur Twitter de l'Ukraine a tweeté en juin 2017. Il y a eu le début d'une épidémie d'un malware, un logiciel malveillant, que tout le monde n'a pas forcément vu, mais par contre en Ukraine, ça a été très sévère. Énormément d'utilisateurs et aussi des grandes entreprises ont été affectées par ça. Les dommages se chiffrent dans les milliards de dollars. Et le problème là, c'est que c'est pas une menace qu'on peut rencontrer tous les jours. Je vais vous donner un aperçu de l'univers NotPetya et de comment j'ai pu déchiffrer tous ces trucs qui étaient chiffrés par ce ransomware. Alors, pour commencer, je vais expliquer la différence dans l'univers NotPetya. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sous ce label. Et je vais parler uniquement d'une petite partie de cet univers. Et je veux du coup distinguer ce dont je vais parler et ce dont je ne vais pas parler. Alors, moi je suis quelqu'un qui se intéresse par la cryptographie et intéressé aussi en particulier par la cryptographie de NotPetya. Et du coup, je vais parler de comment est-ce que les utilisateurs se sont retrouvés infectés et de ce qu'ils ont pu subir. Alors, qu'est-ce que c'est que toute cette chose? L'infection a commencé, comme j'ai dit, en juin 2017. Ça a commencé par une fausse mise à jour, malicieuse, malveillante, d'un logiciel called Tradoc. C'est un des logiciels que à peu près toutes les entreprises en Ukraine ont installé pour gérer leur compte et aussi beaucoup de particuliers. C'est donc cette mise à jour qui a été téléchargé et installé, ce fichier perfc.dat qui est compris de qui inclut plusieurs parties. Alors certaines parties sont plus dangereuses ou plus malveillantes que d'autres. La partie NotPetya, c'est une partie qui quand elle s'exécutait, commençait à chiffrer les fichiers en fonction de leur niveau d'accès. Alors, ça ne disait que les accès que l'utilisateur avait sur la machine. Alors, comme je n'ai pas vraiment de meilleur nom pour ça, c'est la partie que moi j'ai appelée Misha et non pas NotPetya.
C'est pas forcément un nom génial, mais bon, c'est le nom que je lui ai donné. La deuxième partie, très intéressante, c'est la partie que j'ai appelée Spreader, le répandeur. Alors ça, c'est basé sur les exploits Eternal Blue et Eternal Romance qui ont été leakés des fichiers de la NSA. Dans ce talk, je ne vais pas parler de ça non plus, c'est une autre partie de l'univers autour de NotPetya. Moi, dans ce talk, je vais parler vraiment à partir de NotPetya en lui-même. Et c'est ça que je vais vous montrer dans les prochaines diapos. Alors, quand l'utilisateur redémarre la machine, il verra quelque chose comme ça. Si les accès administrateurs sont déjà... si le compte administrateur est déjà accessible sur cet ordinateur, le virus va infecter le système via le master boot record, les secteurs de démarrage du disque, et va redémarrer le système après un temps prédéfini, généralement à peu près 10 minutes. C'est à ce moment-là que le composant NotPetya va se mettre en action. Donc dans ce bootloader, ce MBR, on peut voir cet écran qui n'est qu'un écran de fumée au final. En arrière-plan, le virus NotPetya est en train de travailler pour chiffrer tous les fichiers sur le disque. Alors, ce qu'on peut comprendre à partir de cela, c'est déjà que c'est du code 16 bits, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de file system, il n'y a pas de code en 64 bits, il n'y a pas d'API Windows. Alors, pour débugger quelque chose comme ça, c'est un boulot important, c'est un boulot significatif. Et du code comme ça, c'est du code qui s'exécute vraiment au niveau du BIOS, c'est du code extrêmement basique. Il faut travailler directement avec des interruptions système, interruptions matérielles. Et du coup, pour programmer quelque chose comme ça et débugger quelque chose comme ça, c'est un travail important. Heureusement, il y a un plugin très bien dans le débugger IDEA qui m'a beaucoup aidé. Analyze a bit and check the cryptography and why implementing crypto is. Alors, on va analyser les choses un petit peu plus et on va parler de crypto. Pourquoi analyser la crypto de ce virus, c'était quelque chose de difficile. Alors, je voudrais parler de la théorie qu'il y a derrière, du chiffrement SALSA 20, et en théorie, et ensuite en pratique, comment c'est utilisé dans NotPetya. Donc SALSA 20, c'est un système de chiffrement par stream, par flux. Donc vous avez des données en entrée sous forme d'un flux. Ensuite, vous avez un générateur de nombres aléatoires, donc pseudo-aléatoires, et des opérations qui sont exercées dessus, et ça vous donne le texte chiffré. Mais il y a aussi quelques variables, quelques entrées dans ce système, dont on va parler dans un petit moment. Alors, vous avez une clé de chiffrement, vous avez un nonce, et vous avez ces deux choses intéressantes qu'on appelle des compteurs. Et ce qui est intéressant à propos de ces choses, c'est que si vous streamez des données chiffrées par SALSA 20, vous pouvez perdre de l'entropie, et vous pouvez utiliser vous pouvez perdre la marque où vous êtes dans votre flux, et vous utilisez ce compteur pour retrouver la position dans le flux où vous vous trouviez. Et ça vous permet de reprendre une lecture ou un chiffrement en cours. Donc c'est une fonctionnalité assez intéressante. Ce compteur est défini sur 64 bits. Et
la fonctionnalité de hachage qui est utilisée produit une sortie sur 64 octets qui peut être utilisée comme input pour ce compteur. Si vous voulez plus de détails à propos de ce chiffrement SALSA 20, l'inventeur de ce chiffrement est probablement dans cette pièce ou en tout cas dans le congrès. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez probablement le trouver et lui poser toutes les questions que vous avez sur ce chiffrement. En tout cas, c'est un chiffrement, un très très bon chiffrement, vraiment très bien. J'aurais dû commencer par ça aurait été un peu plus sympa. Basically, what a very important thing is to note is for every invocation of this. Alors, une chose importante à savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites une opération de chiffrement avec NotPetya, vous avez trois de ces entrées qui doivent être des constantes. Donc, NotPetya pendant l'infection utiliserait toujours la même clé, le même nonce et les mêmes constantes. Et le compteur seulement changerait entre ces différentes itérations. Alors, la question intéressante, la première question intéressante, c'est quelle est la longueur de la clé. Alors, dans cette implémentation, enfin dans la théorie, c'est très clair. On a 64 bits ici, on a 64 octets de sortie, donc ça fait à peu près 2 puissance 70 sur la périodicité de la clé est d'à peu près 2 puissance 70. Quelque chose de différent de la théorie dans l'implémentation utilisée dans NotPetya, c'est que les constantes ici ont été changées pour un stream qui lit des données invalides. Et ça c'est une des failles de cette implémentation. Alors, le premier problème que j'ai trouvé dans NotPetya, c'était quelque chose de ce genre. Alors, je pense que je peux passer là-dessus. Ça devrait être évident pour tout le monde qu'il y a une erreur ici. Qui voit l'erreur là-dedans? Il y a des mains levées? Non? Aucune? Bon, je vais l'expliquer quand même. Non, je plaisantais. Je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez tous comme ça. Alors, je rappelle, on est dans du code 16 bits. On a ici une opération de décalage binaire à gauche, shift left, qui décale un registre par un certain nombre d'octets ou de bits. Le registre ici n'a que 16 bits, que 16 bits, et là on le décale de 16 bits à gauche. Donc ça, normalement, ça devrait mettre le registre à 0. Et on a la même chose ici. On a carrément un registre de 8 bits qu'on décale de 16 bits à gauche. C'est pas quelque chose qu'on s'attend à voir dans une implémentation d'une opération cryptographique. Alors, moi je me demandais vraiment pourquoi il y avait ça, parce que ça n'a pas de sens que quelque chose dans le code source fasse ça. Est-ce que les auteurs de NotPetya avaient fait ça volontairement? Alors, j'ai regardé l'implémentation de SALSA 20 dans NotPetya, et en fait, avec une simple recherche sur Google, je suis tombé sur un site web qui avait une implémentation de SALSA 20. Et là-dedans, on peut voir ce code-ci. Ce que vous voyez ici, c'est dans l'implémentation de l'NDNS, de l'NDNS. Et on peut voir ici qu'on décale ces registres en convertissant les différentes portions de ce registre dans ce type UINT FAST16. Alors, il faut savoir une autre chose pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Il y a deux choses importantes qui font que cette implémentation est cassée ici. Les deux choses à savoir, c'est qu'il faut compiler ce code en 16 bits, et il faut voir aussi ce que Visual Studio fait
à partir de cette AIBF ici, de ces définitions de type. Donc le code ici en dessous vient de Visual Studio directement. Et dans cette implémentation, on peut voir que ces types-là sont traités comme simplement des entités non signées, des unsigned int. Et si on compile pour 16 bits, ce type aura une longueur de 16 bits. Et quand on voit ça, les choses commencent à faire sens. Ce qu'on peut voir, c'est que les auteurs de NotPetya n'ont pas spécialement fait attention à la taille de leur type quand ils ont utilisé ce code sur une plateforme 16 bits. Et que l'auteur de ce code n'avait pas prévu que son code serait un jour compilé pour du 16 bits. Et du coup a fait cette erreur, ne s'en est jamais rendu compte. Alors, sur ce slide, on peut voir deux bugs de l'implémentation Salsa20 de NotPetya. Et je vais les expliquer toutes les deux rapidement, parce qu'elles sont assez importantes quand même. Both revolve around the counter variable. Alors, ces deux bugs sont à propos de la variable counter, du compteur qui est rentré, qu'on passe à l'algorithme en entrée. La première erreur, ici on lit un secteur qui est indexé par son numéro de secteur depuis le disque en mémoire. Donc cette fonction ici s'occupe des aspects bas niveau du disque dur. Parce que dans le BIOS, c'est normal de voir certains secteurs du disque. On les charge, ils ont tous une taille fixe de 512 bits, 512 octets, pardon. Et du coup, quand on veut les lire, on donne la position en secteur, et ça lit un secteur de 512 octets. Et ça, c'est pas du tout l'offset dans le stream. Et c'est ça le problème, parce qu'on peut voir en dessous que cette même variable est utilisée pour chiffrer ou déchiffrer les données. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens dans cette implémentation. Si on analysait ce que ça donne sur le keystream de deux secteurs, le premier commencerait avec FF et ensuite continue avec des données. Et le prochain secteur aurait presque tous les octets identiques. Et ça, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros bug dans cette implémentation. C'est une grosse déviation de l'implémentation par rapport à la théorie, parce que ça transforme notre clé d'un one-time pad, d'une clé qu'on utilise une seule fois, à un many-time pad, une clé qu'on réutilise encore et encore et encore. Alors, la clé pour comprendre ce bug, elle vient de ce mot-clé ici, large. Parce que, rappelez-vous, on est dans un monde 16 bits. Et ce mot-clé large, on pourrait penser que ça correspond à 64 bits, en général, quand on programme ce serait ça. Mais ici, dans un monde 16 bits, ça indique uniquement une variable de 32 bits. Donc, ces deux bugs, c'est un problème assez important dans cette implémentation de Salsa20. So, in this slide, I took two different hex dumps. Alors, sur cette diapo, j'ai deux dumps en hexa. Ces hex dumps, ils viennent de cette expand key de la fonction. Et ça nous donne deux aperçus, deux snapshots. Le premier, c'est avant cette conversion d'NDNS. Et le deuxième, c'est après cette conversion d'NDNS, la fonction qu'on a montrée tout à l'heure. Alors, ici, en haut, vous pouvez voir, c'est très propre. On voit les différentes variables qui sont mises dans cette clé. On a donc ça, c'est le premier bloc qui nous donne des idées de secteurs, des index de secteurs qui sont invalides.
Là, on peut voir la clé qui est découpée en deux moitiés. Ici, vous pouvez voir le nonce. Et cette partie qu'on peut voir, c'est ces zéros là. Parce que les bits hauts de cette variable de 64 bits n'est pas initialisé. Elle n'est même pas remplie de quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier problème. Et après la conversion d'NDNS, vous pouvez voir que ce n'est pas simplement une conversion d'NDNS, c'est une modification carrément des octets. Donc le résultat, c'est que ces 64 bits à l'origine, c'est seulement 16 bits à la sortie. Original source implementation would be 2 to the 70. Ce que je disais au début, c'est que dans l'implémentation d'origine, on devait avoir 2 puissance 70 bits dans la taille de la clé. Et là, on a 16 bits fois 64 octets et seulement 26 bits de taille de clé à la place de quelque chose comme 4 mégaoctets de clé. Donc ça, c'est une observation extrêmement intéressante. This would be possible then to decrypt. Et ce bug rend possible de déchiffrer les données qui ont été chiffrées par cette clé réutilisée. Et ça rend NotPetya extrêmement facile à casser. Donc pour résumer rapidement cette partie de la présentation, on a un keystream qui est très très court au lieu d'être 4 mégaoctets. Il se répète énormément, puisque à chaque secteur, quand on avance, on a un progrès de 1 octet dans la clé. Du coup, il ne reste que 26 bits de l'ancien stream. Et du coup, au lieu d'avoir un one-time pad, on a un many-time pad. C'est une propriété qui est très intéressante et très, très pratique à analyser. Alors, je vais me permettre une petite blague à cette implémentation de Salsa 20. Je vais l'appeler LOLSA 20. C'est pas une blague très rigolote, mais je vais la faire quand même. Alors, moi, je suis pas un expert en chiffrement et comme du coup, les seuls genres d'attaques que je connais, moi, ce serait de chercher à dériver la clé en chiffrant quelque chose de connu, ce qu'on appelle une non-plain text attack, une attaque dont le texte en clair est connu. Alors, voyons maintenant à quel point ces attaques marchent et à quel point on peut récupérer le texte déchiffré après une infection avec NotPetya. Donc, la façon dont fonctionne NotPetya marche quelque chose à peu près comme ça. Ce que vous voyez à gauche, ici, c'est comment ça marche en gros. Et si vous n'êtes pas familier avec le système de fichiers NTFS, vous pouvez regarder à droite. C'est une explication assez simple. Donc, pour faire simple, dans toute partition NTFS, il y a quelque chose qu'on appelle la Master File Table, le MFT. Et cet MFT contient des métadonnées à propos de chaque fichier, comme par exemple le nom, la taille. Et si le fichier est suffisamment petit, on peut même garder le contenu du fichier directement dans cet enregistrement. Alors, comme je disais, MFT, c'est juste une liste d'enregistrements, une liste de structures. Et si le fichier est plus gros que cette taille-là, la MFT contient un pointeur vers un cluster de segments sur le disque qui, lui, contient réellement le fichier. Alors, une entrée dans la MFT, c'est 1 kilooctet. Et regardons du coup à plus haut niveau comment cette implémentation est utilisée dans NotPetya. NotPetya simplement itère sur la MFT et regarde si cette entrée pointe vers un fichier, alors on chiffre le premier kilooctet du fichier
Et ensuite, on chiffre l'entrée dans la MFT elle-même. Alors, cette implémentation, elle a des problèmes. Elle est bien pour certaines raisons. La première, c'est qu'elle est très rapide, puisqu'elle a besoin de chiffrer que le premier kilooctet du fichier. C'est très peu d'informations. Mais ça va corrompre généralement les headers. Par exemple, c'est des fichiers qui sont compressés. Et généralement, il y a plein d'informations très importantes dans le premier kilooctet. Une raison pour laquelle c'est utile, c'est que la plupart des outils de récupération de données se basent sur ces premiers octets pour reconnaître les fichiers. Et en plus, la MFT elle-même est chiffrée. Et la MFT, on peut la considérer comme une table des matières. Si on n'a pas la MFT, on n'a pas de métadonnées, on n'a pas de pointeur vers les fichiers. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles quand on veut récupérer des données, puisqu'on ne sait pas où elles sont. Donc d'un point de vue implémentation, c'est plutôt pas mal. C'est rapide et sans chiffrer absolument tout, c'est quand même plutôt efficace. Les entrées dans la MFT sont plutôt importantes. Donc moi, ma première idée, c'était de récupérer ces données-là en premier et à partir de là, de voir ce qu'on pouvait trouver et ensuite de chercher à récupérer les fichiers eux-mêmes. Parce qu'il semblait logique que les métadonnées soient les plus importantes. Alors moi, je suis quelqu'un de plutôt visuel. Du coup, ici, vous pouvez voir, j'ai pris des dumps dans des disques sur lesquels je faisais des tests. Donc j'ai pris un système qui était dans un état neuf, je l'ai infecté avec NotPetya, et on peut voir à gauche c'est mon disque avant chiffrement et à droite mon disque après chiffrement. Ça peut vous donner une image un peu plus claire de ce qui se passe. Et à gauche ici, vous pouvez voir, après cette magnifique animation PowerPoint, un indicateur d'où sont les différences. Ça vous dit à chaque position dans le fichier combien de données sont différentes. Et vous pouvez voir que une grosse partie du disque quand même est chiffrée. Cependant, vous pouvez voir vers la fin, là, ce qu'on peut voir en bas, vous avez du rouge un peu plus foncé. Et ça, c'est la MFT. Avec NTFS, la MFT, en général, ou parfois, se retrouve à la fin du disque. Alors, voilà ce qu'on a. On a la MFT qui est chiffrée et on a les fichiers qui sont chiffrés. Donc moi, je vais d'abord regarder la MFT, deviner la clé à partir de ça. Et une fois que j'ai récupéré cette clé, je vais pouvoir prendre la clé et la mettre dans cette petite boîte ici et déchiffrer la MFT. Et à partir de ça, j'aurai une MFT déchiffrée. Et avec cette même clé, je serai capable de déchiffrer chacun. Avec la MFT, je pourrais trouver chacun des fichiers chiffrés, et avec la clé, je pourrais les déchiffrer un par un. Ça, c'était mon approche initiale. Et donc, commençons par comment déchiffrer la MFT. Donc, les attaques à plain text connues. Dans la MFT, donc, vous avez quelque chose comme ceci, les premiers enregistrements MFT, et sur les colonnes, vous avez les octets qui sont utilisés comme clé pour encrypter. Rappelez-vous que l'opération d'encryption des clés et du texte, c'est une opération XOR. Donc vous avez la clé et vous avez le texte, et puis vous pouvez aller de l'un à l'autre entre le texte non chiffré et le texte chiffré, et puis faire un XOR.
Ce que vous voyez pour le premier segment, vous avez très peu d'exemples, très peu d'échantillons, mais plus vous avancez dans l'analyse, plus vous avez d'échantillons que vous collectez et cela donne plus d'efficacité et de confiance dans la connaissance de la clé. Donc, est-ce que la MFT a suffisamment de textes non cryptés? Donc, regardons la spécification. Le MFT a deux champs. Il y a l'information standard qui est bien définie, c'est une structure définie. Et puis il y a la liste des attributs qui est une structure dynamique. Et c'est plus difficile de voir le plain text. Donc je me suis concentré sur la première partie et c'est assez constant comme structure pour la plupart des entrées de la MFT. Donc ça commence par file, il y a des chiffres hexadécimaux et puis dans la partie basse il y a j'avais un niveau de sûreté, de confiance. C'était voilà, c'est mon niveau de confiance dans le niveau dans la connaissance de la clé. Donc au début nous avons pas une sûreté mais une confiance assez faible, considérant qu'il y a 512 octets par segment et qu'un MFT est un octet, une entrée MT est un octet, donc le stream avance de 2 octets. Et pour l'entrée 100, pour 100 entrées, j'aurai une confiance de 4 puisque je vais dire que ces 2 bytes de texte simple me donnent cette sécurité. Le problème, c'était vers la fin, parce que j'avais beaucoup d'entrées inconnues, parce que je me concentrais sur la première partie, sur le header. Donc le reste de la clé, je n'ai pas pu l'analyser et le décrypter de la même façon. Donc j'ai pensé à autre chose, un espèce d'histogramme d'octets. Donc pour chaque offset du MFT, d'une entrée MFT, donc je calculais un histogramme et je regardais combien d'octets il y a de texte simple. Donc, je n'avais pas besoin de texte. Donc, pour chaque offset, pour chaque décalage, pour chaque shift, pour chaque entrée, donc la question c'était comment avoir beaucoup d'entrées d'MFT. Donc j'ai demandé à des collègues de me donner des échantillons. Donc le résultat est assez bien pour les premiers essais. Il n'y a pas grand chose à faire. Les premières entrées ont très peu d'échantillons, mais lorsque l'on progresse, ça change vraiment sensiblement. Donc, je pouvais augmenter mon niveau de confiance dans mon résultat. Et après avoir fait ce tableau qui sort de nulle part, j'ai comparé ces 2 types d'attaques.
Donc, lisons ceci de droite à gauche. Donc, à droite, j'ai pour la première approche 90% du MRT qui a été récupéré. 98%. Donc j'ai une drive qui n'est pas encryptée et puis je l'ai après l'infection. Donc, vous pouvez, en comparant les deux, différencier l'efficacité. Essayer différentes paires de clés valeurs. Donc, c'est une approche académique intéressante. Donc, j'ai pu exactement mettre le doigt sur combien de ces entrées ont été récupérées parfaitement. Donc, pour l'histogramme d'octet, j'ai pu décrypter tous les dossiers, toutes les entrées. Donc, ce qui est très bien, puisque nous avons un MFT de bonne qualité. Ce qui est bien aussi, c'est que nous avons 0 byte de clés longs. Donc, j'ai pu récupérer 3% du flux de clés, du stream de clés. J'ai pu récupérer 50 kilooctets des dossiers. Hein? En fait, c'est ce que je me demande. J'ai fait un autre diagramme. Ça, c'est la keystream. C'est le MFT dans le keystream. Donc, le keystream est juste rempli dans des échantillons de 2 mégaoctets. Et la question est, est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont encryptés dans ce segment ou peu? Donc, j'ai analysé où peuvent être les dossiers dans ce stream. Donc, combien de dossiers il y a dans le stream qui est encrypté? Donc, on voit que le keystream est utilisé partout. Donc, il est utilisé plus, il est utilisé moins. Oui, car on sait que le keystream n'encrypte que la MFT et le premier byte, en fait. Donc ceci dans un scénario parfait, ça pourrait être un oracle qui n'est pas plaintext et qui pourrait être récupéré à 100%. Mais cependant, c'est un peu un problème ici. Et dans la prochaine partie de la conférence, je vais vous expliquer comment j'ai pu résoudre ce problème également. Rappelez-vous, quand le système d'exploitation est encrypté par NotPetya, il a l'air de ça. Vous avez le MFT avec, vous avez des pointeurs qui pointent vers les fichiers. Mais lorsqu'il termine le premier stage d'infection, le MFT est 100%. Une fois qu'on l'a récupéré, on peut récupérer presque 100% de la MFT. Donc maintenant, on peut utiliser les métadonnées pour analyser ce qui reste des dossiers, ce qui reste de l'encryption. Donc, avec la MFT qui est décrypté. Et puis pour les dossiers ensuite, on utilise le premier kilooctet, le premier kilooctet est encrypté, et le reste du dossier, donc parce que évidemment la plupart des dossiers font plus qu'un mégaoctet, donc le reste n'est pas encrypté. Donc vous avez plein de données et de métadonnées qui servent à collecter les informations qui n'est pas en texte, simple. Donc, j'ai réfléchi à 3 différents angles pour attaquer ce problème. Donc, quel genre de fichiers différents y a-t-il?
Quel type de fichier? I mean, the file type can be easily gleaned from this, right? Because you would have the file extension. Vous avez les extensions, the file type. Et les extensions vous donnent le type de fichier. Et vous avez des fichiers structurés, des fichiers non structurés. Donc, le code source, ce n'est pas structuré. Et puis je calculais l'histogramme, ce qui me donne la prévalence de la structure des bytes, les octets. Donc je devine s'il y a eu une attaque plain text ou pas. Donc pour les fichiers structurés, c'est la même approche que pour les entrées MFT. Je regarde sur les offsets et je vois tout de suite combien de bytes de différence d'offset il y a, de shift il y a. Et donc la dernière approche, c'est quelque chose sur les métadonnées. Donc là, c'est les données des fichiers. Je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, ce que j'ai, cette petite portion du fichier est encryptée et le reste du fichier n'est pas encrypté, ce qui est très bien. Et aussi, ce que j'ai aussi, c'est le nom du fichier et la taille du fichier. Donc, ce que je fais, je crée des... J'ai créé une base de données de fichiers connus qu'on retrouve couramment sur des systèmes Windows. Il y a des tas de fichiers qu'on retrouve couramment sur des systèmes un peu partout. Il y a énormément de ces fichiers d'ailleurs si on cherche un peu. Il y a trois différentes façons de retrouver, de distinguer ces fichiers. Parfois, il y a quelques versions de ces fichiers, mais du coup, on peut trouver des façons de les reconnaître. Le nom de fichier, la taille du fichier et le hash de la partie en clair du fichier. Avec ces trois critères, si les trois matchent quelque chose que j'ai dans ma base de données, je considère que c'est le même fichier et du coup je peux fournir le plain text correspondant à ce fichier. Alors il y a quand même quelques collisions, mais globalement, c'est quand même une approche simple et qui a tendance à marcher. Alors, l'idée initiale de commencer par déchiffrer la MFT, et ensuite, ce qui rendrait ça plus simple de déchiffrer les fichiers, il a fallu la changer un petit peu. Donc, j'ai ajouté cette base de données des fichiers connus, ici, comme une autre composant de l'analyse, dans cette jolie boîte ici. Et ça permet à cette autre jolie boîte ici de déchiffrer les fichiers. Alors, faisons un peu de science et vérifions si cette approche fonctionne et si elle vaut le coup de la tenter dans un scénario réel. Si ScienceCat peut faire sa science, je pense. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a créé une base de données fichiers qui correspond aux installations par défaut de Windows, qui m'a donné 340 000 fichiers uniques. Et à partir de là, j'ai calculé les histogrammes pour les différents types de fichiers dont j'ai parlé avant. J'ai préparé mon infrastructure pour tester. Avec à peu près 1000 fichiers différents. Et ce que vous devriez faire, c'est que ces fichiers que j'ai mis dessus ne faisaient pas partie de ma base de données des fichiers connus. Je les ai introduits après. Ensuite, j'infectais la machine. Je laisse NotPetya chiffrer les données sur le disque. Et ensuite, je faisais la récupération de données. Et voilà les résultats. Alors, j'ai fait ça en 4 passes, avec 4 approches. J'ai essayé toutes les approches séparément, et ensuite j'ai combiné les 3 approches. Alors, les résultats, c'est quelque chose comme ça. Alors, avec l'approche de l'histogramme générique, je peux récupérer que 2 fichiers avec succès.
Avec l'approche de l'histogramme localisé, je récupérais à peu près 8%. Et avec l'approche des fichiers connus, je récupérais 91%. Et en combinant ces trois approches, je peux récupérer presque tous les fichiers. Alors, voilà pour la partie académique. Si vous appliquez ces méthodes dans le monde réel, ça ne se passera peut-être pas aussi bien que ça. Le monde réel, c'est un petit peu plus difficile de réfléchir à propos de ça. Par exemple, on va avoir des systèmes qui ont eu plein de mises à jour ou des traductions différentes. Et ça, pour moi, ce sera très intéressant de regarder à ça, de regarder comment ça se passe en pratique. Dans le monde réel, il y a d'autres programmes qu'on peut analyser pour trouver d'autres fichiers connus. Par exemple, les librairies .NET ou les installations de Java avec le JDK. En particulier, le JDK, ça donnerait des dizaines de milliers de fichiers HTML qu'on pourrait ajouter à la base de données. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, le petit bémol que je peux ajouter à ça quand même, c'est qu'il y avait tellement de données que mes premières tentatives là-dessus ont échoué lamentablement parce que ça utilisait juste trop de RAM. Et dans mes essais, je demandais à mes administrateurs, les administrateurs de mon système, de me donner plus de RAM, plus de RAM, plus de RAM pour mes machines virtuelles. Et j'en suis arrivé à avoir des VM de test qui avaient des dizaines de gigas de RAM. Également, dans la MFT, j'avais beaucoup trop d'entrées à cause de tous ces fichiers de test que je devais installer. Dans mes fichiers de test, j'avais à peu près 26 mégaoctets de MFT. Mais dans un système du monde réel, il y aura en général au moins 500 mégaoctets de MFT, voire parfois des gigas et des gigas. Et ça veut dire beaucoup plus de texte en clair à utiliser. Et rien qu'avec l'AMFT, on pourrait récupérer l'intégralité des 4 mégaoctets du flux de clés. Donc ça veut dire que le déchiffrement d'un disque chiffré par NotPetya, c'est possible. Quand je regardais des systèmes de fichiers ou des disques durs qui étaient chiffrés, c'était une fois que j'ai pu passer outre ces premiers bugs, j'étais capable de récupérer l'intégralité des fichiers sur ces systèmes. Donc, il y a une bonne chance que vos photos de vacances, on puisse les récupérer aussi. Donc voilà, ça c'est la conclusion de ma présentation. En conclusion, pour résumer, NotPetya souffre de pas mal de bugs dans l'implémentation de SALSA20 que j'appelle LOSA20. On pourra regarder plus profondément dans ce qui se passe dans cette fonction expandKey. Il y a d'autres problèmes, d'autres erreurs qui ont été faites dans l'implémentation de SALSA20 là-dedans. Et voilà, s'il y en a parmi vous qui sont enseignants-chercheurs en université, ça peut être quelque chose d'intéressant à donner à vos étudiants, de faire une cryptanalyse plus poussée de cette implémentation. Vous devez savoir quand même ce que j'ai dit là sur NotPetya, c'est pas que NotPetya. C'est des problèmes qu'on trouve dans toutes les versions de Petya. Donc, tous les disques qui ont été chiffrés, on peut les déchiffrer et sauver les données qui sont dessus. Enfin, en conclusion, si vous avez été victime d'un ransomware, je vous dis, gardez vos disques durs, mettez-les dans un tiroir et gardez-les aussi longtemps que nécessaire.
et attendez que quelqu'un comme moi fasse une présentation comme celle-ci et vous donne la solution et peut-être que vous pourrez déchiffrer vos disques et récupérer vos photos de vacances. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Thank you very much, Sebastian. Now it's time for questions. Please queue up by the microphones. Si vous avez des questions sur le stream, vous pouvez les poser sur IRC au Signal Angel en anglais. Première question. Merci beaucoup d'avoir partagé vos découvertes avec nous. Moi, je viens de Rotterdam, le plus grand port d'Europe, et on a été frappé par Petya. 2 terminaux entiers ont été hors ligne pendant plusieurs jours, milliards d'euros de dommages. En pratique, si vous aviez été là cet été avec vos trouvailles, est-ce que vous auriez pu nous aider et déchiffrer ces fichiers et permettre à ces entreprises de marcher encore, ou est-ce que c'est juste un exercice académique? Non, c'est une approche pratique. Je travaille pour CrowdStrike et nous avons eu des occasions où nous avons pu aider des clients. Donc, c'est une application pratique. J'essayais d'insinuer ceci. Avec cette slide, je parlais de la réalité dans ce scénario. Donc j'ai vu 50 disques durs encryptés avec notre Petya et j'ai pu quasiment les décrypter tous. Et ceux que je n'ai pas pu décrypter, eh bien, ils étaient à un niveau où il y avait des erreurs. Non. Est-ce que vous avez trouvé des choses aussi à propos de NoMoreRansom.org, je crois, ils fournissent aussi des outils. Non, je ne l'ai pas fait. Alors, au début, vous avez dit que la clé était raccourcie à 26 octets seulement. Et du coup, à partir de là, est-ce qu'une attaque par force brute n'aurait pas été plus rapide et plus fiable? Ah non, attention, la longueur du stream, c'est 2 à la puissance 26. Donc c'était 4 mégabytes de stream. Donc on ne peut pas faire une attaque brute force là-dessus. Vous comprenez? C'est le nombre de bytes était 4 mégaoctets. Donc on ne peut pas faire une brute force là-dessus. Oui, mais vous disiez au début que cette clé était quand même raccourcie au maximum à 2 puissance 26. Oui, non, mais je comprends ce que vous dites, ça. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais vous oubliez un élément important. C'est la longueur de la clé. Et ce n'est pas l'espace de la clé, c'est la longueur de la clé qui est 2 puissance 26. Donc, si vous convertissez en décimale, c'est quelque chose... c'est énorme. Ici, quelqu'un qui fait des maths, 2 puissance 26, combien de bits? Énormément. Donc c'est vraiment 4 mégabytes de longueur de clé. Et on ne peut pas juste faire une attaque brute force là-dessus parce que chacun de ces 4 mégabytes, il faudrait faire une attaque brute force sur chacun des mégaoctets. Donc c'est pas la clé qui est 2 puissance 26, mais la longueur de la clé. Vous voyez la différence? Donc l'espace que la clé est plus grand que la Bible. Donc vous ne pouvez pas faire une attaque brute force sur le texte de la Bible. Ok, si vous aviez suffisamment de temps, etc. Mais vous connaissez l'histoire des singes avec les machines à écrire. On peut en reparler plus tard, mais je crois que vous confondez deux grosseurs là. Questions from the internet, please. Est-ce que le chiffrement de la MFT marche de la même façon pour Petya et pour notre Petya? Oui, ce sont les mêmes mécanismes sous-jacents. La cryptographie est différente, cependant, de telle façon que les nombres constants sont différents. Donc, ce petit élément-là est différent. Ce serait expand key, quelque chose, et là, c'est invalid sect ID.
Donc c'est des constantes différentes. Mais l'encryption de la MFT, l'algorithme, c'est le même. Any more questions? D'autres questions? Eh bien, donc merci d'applaudir Sébastien. Merci beaucoup. Merci.